Salut les amis, bienvenue sur votre chaîne Uniqueform, je suis Stéphane, le coach de cette chaîne. Une petite vidéo qui va vous présenter les 5 huiles essentielles que je vous conseille de posséder dans votre pharmacie à la maison ou lorsque vous partez en déplacement ou en vacances. Avant de vous présenter ces 5 huiles essentielles, je vais vous parler des huiles essentielles. D'abord, le fait d'utiliser des huiles essentielles n'est pas anodin, contrairement à ce que l'on pourrait penser, parce qu'il est facile d'en trouver, d'en acheter dans les grandes surfaces, en pharmacie, et que ça paraît, oui, vous prenez une goutte de ci, une goutte de ça, et puis ça va aller mieux. Ça paraît anodin, ça paraît sans danger, mais il faut savoir que même si c'est un élément naturel, même si c'est l'utilisation d'une plante, c'est très concentré. L'huile essentielle tire son efficacité. Il y a plusieurs études scientifiques maintenant qui sont en train de se pencher sur l'efficacité des huiles essentielles. Bon, ça fait des millénaires que ça existe, mais voilà, on commence vraiment à s'y intéresser sérieusement pour des grosses pathologies. Eh bien, ce degré de concentration peut représenter aussi un danger. Pour exemple, en prenant l'huile essentielle de camomille noble, eh bien, si on prend une goutte d'huile essentielle de camomille noble en aromathérapie, en règle générale, on s'entend pour dire qu'une goutte représente 0,05 ml en quantité. C'est très peu, 0,05 ml. Eh bien, une goutte de camomille noble va représenter 10 tisanes de cette même plante. Alors, pas la tisane qu'on achète en sachet, qui est plutôt de la poudre de plante, mais 10 tisanes de la fleur de camomille infusée, de la façon dont elle doit être infusée pour révéler de tous les éléments actifs. Donc, une goutte va représenter 10 tisanes. Imaginez, les flacons vendus dans le commerce sont de 10 ml. Si on prenait, il faudrait être un petit peu fou pour prendre 10 ml d'un coup de camomille noble, mais ça reviendrait à ingurgiter en gros 250 gouttes d'huile essentielle, c'est ce qui a été calculé en gros, et ce qui représenterait 2500 tisanes d'un seul coup, en une seule ingestion de 10 ml, et c'est peu 10 ml. Donc vous imaginez, et encore la camomille noble est une huile essentielle qui a très peu de contre-indications, presque pas. Il y a des huiles essentielles bien plus fortes qui peuvent être neurotoxiques ou hépatotoxiques, dangereuses pour le foie, qui représenteraient un danger si elles sont consommées même à plus petite dose évidemment. Donc méfiance quand vous utilisez les huiles essentielles. Ça me permet de rebondir aussi sur le fait qu'une huile essentielle doit être toujours utilisée de façon diluée. On peut certaines huiles essentielles les utiliser pures, mais ce sera toujours sur de très courtes périodes pour une action sporadique sur le moment et sur une toute petite zone cutanée. Donc ça sera très contrôlé en tout cas. C'est pour ça que la plupart des huiles essentielles doivent être diluées. Et souvent, dernièrement j'ai acheté une huile essentielle en pharmacie, sur la notice c'était marqué qu'on pouvait prendre l'huile essentielle dans du miel, diluée dans du miel, dans une boisson sucrée ou sur un sucre. Eh bien, sachez que c'est faux. Les huiles essentielles ne se diluent que dans un corps gras, donc dans une huile végétale ou un autre corps gras, ça peut être du beurre, si on a que ça sous la main, c'est vraiment pas le mieux, mais on peut la diluer dans l'huile végétale, une huile végétale qui aura aussi des propriétés suivant l'huile végétale utilisée. Donc ça c'est important à savoir, c'est-à-dire que si vous prenez de l'huile essentielle dans du miel, une cuillère de miel ou sur un sucre, c'est comme si vous la preniez pure. Donc ça c'est important à savoir, il y a des huiles essentielles, si vous les prenez pures, elles vont agresser tout de suite votre système hépatique ou votre système neurologique, votre système nerveux. Donc il y a des huiles qu'il faudra de toute façon diluer avant de les mettre dans du sucre ou dans une boisson sucrée. Le pourcentage de dilution, ça c'est le professionnel qui va pouvoir vous le donner, ou alors vous allez pouvoir vous renseigner sur des ouvrages ou par rapport au professionnel à qui vous avez acheté l'huile, vous pouvez lui demander à combien la diluer pour une application locale, cutanée ou pour une application orale. D'accord? Donc méfiance, toujours une huile végétale pour diluer une huile essentielle. On prend rarement une huile essentielle pure, elle ne se dilue pas dans l'eau, elle ne se dilue pas dans le sucre, elle ne se dilue que dans un corps gras. Ensuite, pour pouvoir choisir une bonne huile essentielle, il va falloir s'intéresser à son chémotype. Le chémotype, en gros, c'est le type chimique de l'huile essentielle, les molécules qui vont la composer. Il faut savoir que pour une même plante, suivant où cette plante a poussé, a été cultivée, la façon dont elle a été récoltée, les changements de climat, etc., le chémotype va être différent.
Prenons l'exemple de l'huile essentielle de romarin. Eh ben, avec la même plante, le romarin, suivant où il a poussé, on va avoir différents romarins. Par exemple, on va avoir le romarin acinéole, qui est le romarin qu'on trouve principalement. Le acinéole va être un romarin très intéressant pour les infections pulmonaires ainsi que les infections inflammatoires. Il va avoir très peu de contre-indications, à part encore pour les femmes enceintes et allaitantes ou les personnes asthmatiques. Et on va avoir aussi, pourtant c'est la même plante, le romarin à camphre. Le romarin à camphre, lui, va être utilisé principalement pour la décontraction musculaire. Et lui, par contre, sera très neurotoxique, donc utilisé sur de très courtes périodes et en très petite quantité. Une quantité diluée, bien entendu. Donc vous voyez, pour la même plante, il faut s'intéresser au chémotype. Et ça, souvent sur l'étiquette, si c'est pas noté, vous fuyez, vous achetez pas l'huile. Souvent sur l'étiquette, eh ben, c'est noté les molécules composant l'étiquette. Il faut déjà s'intéresser au nom latin aussi, qui va déterminer exactement le chémotype de l'huile. Et puis aussi les molécules composant l'huile essentielle. Ensuite, on va s'intéresser au mode de production de l'huile. Alors évidemment, il y a deux types de moyens de produire de l'huile essentielle. Il y a la distillation par vapeur d'eau et il y a la pression à froid. La distillation par vapeur d'eau va concerner la plupart des plantes aromatiques utilisées. Et voilà, donc ça c'est aussi un vrai métier, hein, c'est savoir distiller l'huile essentielle, c'est un vrai savoir-faire, hein, savoir le temps la température de l'eau pour telle huile essentielle, le temps de distillation pour obtenir l'huile essentielle la plus efficace. Donc ça c'est important à connaître. Et puis pour tout ce qui est huile essentielle zeste, agrumes, eh bien ça sera une pression à froid de l'écorce de cet agrume. D'accord? Par exemple, pour l'huile essentielle de citron zeste, ce sera la pression à froid de l'écorce de citron qui va donner l'huile essentielle de citron zeste. Donc bien vérifier sur l'étiquette le mode de production. Il y a des huiles essentielles vendues dans le commerce qui sont distillées à partir de solvants, de diluants chimiques. Donc ça, ce sont aussi des huiles à fuir. Bon, bien sûr, on va la choisir plutôt bio, mais ça ne veut pas dire qu'une huile bio sera mieux qu'une huile d'un petit producteur qui plante lui-même ses plantes dans son jardin, qui les récolte, les fait sécher au soleil, qui connaît parfaitement la distillation et qui n'a pas peut-être les moyens d'avoir le label bio, mais qui produit des huiles essentielles de très bonne qualité. Donc, bien vérifier le mode de production de l'huile. Un dernier petit détail, si l'huile est vendue dans un flacon transparent, vous fuyez également. Les huiles sont très photosensibles, elles sont très sensibles à la lumière, donc elles doivent être dans des flacons opaques. Vous les conservez aussi à l'abri de la lumière, à une température qui varie très peu. Elles sont sensibles aussi aux variations de température. Voilà, pour la durée de conservation, c'est très variable suivant les plantes. Sachez que les plantes aromatiques, en gros, une fois ouvert le tube, ça peut se conserver en gros 5 ans, voire un petit peu plus. Il y a certaines huiles même qui se bonifient avec l'âge, donc ça c'est à se renseigner aussi auprès du professionnel ou à vous renseigner vous-même dans des ouvrages spécialisés. Et puis tout ce qui est zeste, comme je viens d'en parler tout à l'heure, celle-ci, une fois ouverte, vont se conserver un peu moins longtemps, 2 à 3 ans. Donc vérifiez bien aussi la date de conservation. Ensuite, si c'est dépassé, ne jetez pas l'huile, vous pouvez l'utiliser, je pense au citron par exemple pour désinfecter les sols, hein, ça va être utilisé dans certains locaux médicaux. Je pense à la lavande aussi pour parfumer une pièce, etc. Voilà, donc vous avez plusieurs choses à vérifier quand vous voulez utiliser une huile. Tout d'abord, la quantité d'utilisation, c'est-à-dire le pourcentage de dilution, si on peut l'utiliser pur, combien de temps. Toujours respecter le temps d'utilisation, prévoir des fenêtres thérapeutiques, c'est-à-dire j'utilise mon huile essentielle quelques jours, je prévois une pause d'un certain nombre de jours, etc. Tout ça, vous vous renseignez bien. Le chémotype, la bonne huile pour le bon emploi, les bonnes molécules pour la bonne utilisation, le mode de production, de distillation ou de pression à froid, la date de validité, même si on peut les utiliser, on va pas s'empoisonner avec une huile dont la date était passée, c'est juste qu'elle sera moins efficace. Et puis le conditionnement. Être bien sûr de son fournisseur d'huiles essentielles. Il y a des sites très intéressants là-dessus. Si vous voulez plus de renseignements, demandez-moi ça en commentaire, je vous répondrai sur les sites qui proposent des huiles essentielles de très bonne qualité. Voilà, on va passer tout de suite aux 5 huiles essentielles qui sont intéressantes à posséder dans sa pharmacie ou à emmener en voyage. A tout de suite.
Première huile qui me paraît la plus intéressante à posséder parce que c'est la plus facile d'utilisation, c'est la lavande vraie. Alors attention, il y a lavande vraie et lavandin. La lavande vraie, c'est une plante qui pousse à 1200 mètres d'altitude. Au maximum, on va en trouver même à 400 mètres, mais pas plus bas. Celle qu'on a dans nos jardins, c'est du lavandin. Le lavandin, c'est le couplage entre la lavande vraie et la lavande aspic. Donc en huile essentielle, ça donne deux huiles essentielles assez proches, mais le lavandin va être un peu moins puissante dans ses actions que la lavande vraie. Le lavandin va sentir également un peu plus fort, donc ça peut être dérangeant pour certaines personnes. C'est celui qu'on utilise dans les petits sachets qu'on met dans le linge pour embaumer les placards. Donc la lavande vraie, huile essentielle de lavande vraie, très intéressante. C'est une huile qui va être sédative, apaisante, qui va être également très antalgique, qui va calmer, qui va apaiser, décontractante et aussi qui va être cicatrisante. Donc très intéressant, elle est assez complète dans son utilisation. Et au niveau contre-indication, il n'y a pas de contre-indication, même en respectant les doses physiologiques, c'est-à-dire que, comme je disais dans l'introduction, on respecte toujours la quantité, on n'utilise pas une trop grande quantité et aussi sur une durée d'utilisation. Mais avec la lavande vraie, il y a très peu de danger, on peut l'utiliser assez longtemps. C'est intéressant parce qu'on peut l'utiliser en cutané, on peut l'utiliser également en olfactif, la mettre dans un diffuseur et puis la respirer, ça va nous apaiser. Elle va être intéressante pour bien dormir, avec un massage du plexus solaire, on va les diluer en gros à 7%, tout ce qui est un peu usage cutané, 7 à 10%, et puis on va la passer sur le plexus solaire tranquillement. Elle va être intéressante également pour cicatriser, et notamment sur les brûlures. C'est d'ailleurs comme ça qu'un médecin, il y a plusieurs centaines d'années, a découvert l'efficacité des huiles essentielles. Ça avait explosé dans son laboratoire, il s'était brûlé, il a trempé la main dans une huile essentielle de lavande qu'il avait à disposition et il a senti tout de suite un apaisement sur la brûlure. Alors on ne va pas l'utiliser comme ça, nous, directement sur la brûlure, on va d'abord passer, vous savez que sur une brûlure, il faut mettre la main, c'est la règle des 3-15, la main sous l'eau, une eau à 15 degrés, à 15 cm pendant 15 minutes. Et ça va complètement atténuer le feu de la brûlure et éviter que la brûlure ne se répande un peu plus largement sur la peau. Et ensuite, on va appliquer, une fois qu'on a passé tout sous l'eau, on va appliquer la lavande vraie, l'huile essentielle de lavande vraie, un petit peu diluée à 7%, et puis ça va permettre de cicatriser un petit peu plus vite. Voilà. Alors, il faut faire attention avec cette huile malgré tout, même si j'ai dit qu'il n'y avait pas de contre-indication. Elle fluidifie le sang. Donc, si on est plutôt sujet à avoir un sang très liquide, entre guillemets, eh bien, on demande un avis médical pour l'utilisation de cette huile essentielle. Mais en règle générale, il n'y a pas de contre-indication et elle couvre un large spectre. Donc, huile essentielle de lavande vraie à avoir dans sa pharmacie ou à emmener dans sa petite valise pour les vacances. Deuxième huile essentielle très intéressante, c'est l'arbre à thé, le tea tree. J'adore mon accent anglais, pas mal. Le tea tree, qui est une huile essentielle très intéressante parce que c'est un anti-infectieux à large spectre qui va couvrir vraiment une large partie des maladies infectieuses, petites maladies infectieuses, petites infections. C'est l'antibiotique et l'antifongique majeur, naturel. Donc on va l'utiliser en cas de rhume, en cas de grippe. Bien sûr, on n'utilise pas que l'arbre à thé si on est malade. On va d'abord voir le médecin, on va suivre un traitement médical, mais ce qui va nous permettre de suivre ce traitement médical moins longtemps, ou en tout cas d'augmenter les effets du traitement de la médecine allopathique, ça va être l'utilisation de l'arbre à thé. Ça va être très intéressant, pareil en dilution, avec un massage pectoral par exemple, ça peut être très intéressant sur les infections au niveau pulmonaire, etc. C'est aussi intéressant parce qu'il va modifier le terrain qui va pouvoir accueillir, si on peut s'exprimer comme ça, accueillir la grippe ou le rhume. Il va permettre de renforcer ce terrain, de renforcer les défenses immunitaires. Donc en prévention, on a autour de nous beaucoup de gens enrhumés, beaucoup de gens malades, eh bien je vais prendre un petit peu d'arbre à thé avec moi régulièrement pour me protéger. Je dois prendre l'avion en hiver, je sais qu'il y aura certainement des gens enrhumés où la climatisation va drainer quelques microbes, eh bien je vais prendre l'arbre à thé avec moi. Donc c'est intéressant. Au niveau des contre-indications, cette huile essentielle va être contre-indiquée pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes, et aussi pour les enfants de moins de 3 ans.
Voilà, à part ça, eh bien, c'est une huile très très intéressante à posséder pour sa capacité antibiotique et antifongique, comme j'ai dit. Hein, on va pouvoir aussi l'utiliser même pur sur de petites mycoses ou de petits eczémas. Ça va pouvoir tout de suite calmer cette mycose ou cet eczéma. Voilà, donc l'arbre à thé, deuxième huile à posséder dans votre pharmacie ou à emmener avec vous en vacances ou en voyage. Deuxième huile à posséder chez soi, c'est l'huile essentielle d'hélicryse italienne. L'hélicryse italienne est une huile essentielle qui va être anticoagulante, anti-œdème, cicatrisante, très intéressante sur les cicatrices anciennes. Elle va être intéressante notamment, c'est l'anti-hématome par excellence, cette huile. On va l'appliquer tout de suite après un choc violent sur une petite zone, d'accord? On l'applique tout de suite, même pure. Par contre, méfiance, c'est une huile neurotoxique. C'est pour ça qu'on doit l'utiliser par petite dose ou alors très diluée, 20%, et sur une période de temps très courte parce qu'elle va être neurotoxique si on utilise une trop forte dose ou si on utilise même de petites doses mais sur une trop longue période. Donc attention avec cette huile, utilisation modérée mais en tout cas très intéressante sur un choc. Tout de suite on va l'utiliser en une seule fois, on ne va pas le faire plusieurs fois pur, ensuite on va la diluer à 10-20% et on l'appliquera pendant 3-4 jours en respectant bien cette durée et faire des fenêtres thérapeutiques assez longues, c'est-à-dire des arrêts d'utilisation. Si on est obligé de réutiliser un petit peu l'huile, on la réutilise après un stop sérieux. Ou alors après un avis médical. Ça c'est très intéressant, très important si le bleu persiste, on consulte un médecin au lieu d'utiliser sur le long terme cette huile essentielle. Mais sur une action spontanée comme ça, après un choc, elle est très intéressante. Contre-indication, femme enceinte et allaitante, c'est une huile abortive, c'est-à-dire elle peut déclencher l'accouchement, ce qui serait peu intéressant. Interdit sur les personnes épileptiques, puisqu'elle est neurotoxique, elle peut tout de suite déclencher une crise d'épilepsie. Et puis interdit pour les enfants de moins de 3 ans. Voilà. Un petit truc sur les huiles pour savoir si vous êtes allergique. Eh bien, vous allez mettre une petite goutte d'huile à l'intérieur du coude et vous la laissez agir pendant 24 heures. Si au bout de 24 heures, vous avez des rougeurs ou si la peau a une particularité, vous n'utilisez pas l'huile. Ça veut dire que vous êtes allergique, en tout cas au niveau cutané. Pour savoir si vous êtes allergique à une huile, en règle générale, au niveau aussi olfactif, eh bien vous ouvrez le flacon, vous le posez devant vous, vous restez 2-3 minutes à respirer cette huile, pas le nez dessus l'huile, hein, au-dessus du flacon, juste assis à quelques centimètres de l'huile, on reste comme ça et on voit ce que l'on ressent. Si on ressent un malaise, on n'utilise pas l'huile non plus, ça veut dire que l'on est allergique. Ok, donc l'hélicryse italienne, très intéressant sur les hématomes en mono-action. Après, sur une action plus longue, en dilution importante. Une huile neurotoxique interdite aux femmes enceintes et allaitantes, interdite aux enfants de moins de 3 ans et interdit aux personnes épileptiques. Quatrième huile très très intéressante à posséder, la livèche, l'huile essentielle de livèche. C'est l'huile antipoison par excellence. Elle va être protectrice et détoxifiante hépatique du foie. On va pouvoir détoxifier l'organisme grâce à cette huile. Il y a une petite recette toute simple, hein. On va prendre 2 gouttes d'huile essentielle de livèche qu'on va mettre dans une cuillère à café d'huile d'olive. On va mélanger ça dans un jus de tomate avec un petit peu quelques feuilles de basilic et on va boire ça chaque jour pendant 1 mois. Et ça va permettre vraiment de détoxifier l'organisme. Après, on fait une pause, hein, une fenêtre thérapeutique d'au moins 15 jours et on peut reprendre ce traitement. Elle va être intéressante en cas d'intoxication médicamenteuse. On va pouvoir donner 1 ou 2 gouttes de livèche à la personne qui s'est intoxiquée. Bien sûr, pas seulement on lui donne 2 gouttes et puis ça y est, on prévient le centre antipoison. On prévient qu'on va donner de la livèche. Si le centre antipoison lui dit non, non, vous ne donnez rien, on ne donne rien. Et ensuite, si on a donné la livèche quand le SAMU arrive, on prévient qu'on a donné cette huile essentielle pour retarder les effets de cette intoxication médicamenteuse. Elle va être également intéressante après de lourds traitements, comme des traitements chimiothérapiques, ou après une tentative de suicide médicamenteuse. On va pouvoir donner cette huile essentielle à la personne qui a subi le traitement chimiothérapique ou qui revient de cette tentative de suicide. Bien sûr, après avis médical et après guérison, entre guillemets, du type de pathologie. C'est une huile essentielle qui va pouvoir permettre aussi de prévenir une gastro-entérite. On sent la gastro-entérite arriver, hop,
on prend une petite goutte d'huile essentielle diluée dans de l'huile d'olive. Ça va pouvoir retarder l'arrivée de cette gastroentérite. Ça va peut-être pouvoir nous permettre de consulter le médecin avant vraiment d'être affecté par cette pathologie. Voilà, une huile essentielle très intéressante. Contre-indication, toujours femme enceinte et allaitante et enfants de moins de 6 ans. Pas d'utilisation pour ces deux types de personnes. Voilà. Cinquième et dernière huile essentielle, une de mes préférées, c'est l'huile essentielle d'orange douce zeste. L'huile essentielle que l'on dit l'huile pour les enfants. C'est une huile apaisante, calmante, sédative, antiseptique aussi à l'occasion. Elle va permettre, si vous avez un enfant turbulent le soir, eh bien vous lui faites sentir un petit peu d'orange douce zeste et vous allez voir, ça va tout de suite l'apaiser. Pour les adultes, ce parfum rappelle des souvenirs d'enfance. Très intéressante en utilisation aussi en massage plexus solaire, dilution à 7%. On va masser le plexus solaire le soir avant de se coucher, ou alors on va mettre 2 petites gouttes de cette huile pure sur les poignets, mais ça va permettre, ou sur les tempes également, ça va permettre de nous apaiser réellement et de passer une très très bonne nuit. Attention, toutes les huiles zeste, le citron jaune zeste, l'orange douce zeste, la mandarine zeste, sont des huiles photosensibilisantes, c'est-à-dire que si vous les appliquez sur la peau, il va falloir éviter de vous exposer au soleil pendant au moins 12 heures. Donc c'est pour ça qu'on conseille de les utiliser plutôt le soir. Mais l'orange zeste, l'huile essentielle d'orange douce zeste, c'est vraiment l'huile essentielle à posséder dans sa pharmacie, surtout si vous avez des enfants actifs, mais c'est normal pour les enfants, j'aime à dire, pour moi il n'y a pas vraiment d'enfants hyperactifs. Il y a des enfants actifs, c'est tout. Eh bien, cette huile va être très intéressante pour les apaiser. Voilà. J'espère que ces 5 huiles vous ont intéressé, vous ont interpellé, que vous avez envie de les utiliser, en tout cas envie de les posséder. Elles peuvent vraiment être utiles pour les petits maux du quotidien. En bas de la vidéo, je vais vous mettre pour chaque huile les contre-indications, les avantages à les utiliser, et quelques modes d'utilisation avec quelques dilutions à faire. Si vous êtes intéressé par cette vidéo, faites-le moi savoir en mettant un petit pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser des amis à vous. Puis ça fait toujours plaisir de savoir que sa vidéo est regardée par plusieurs centaines de personnes, voire plusieurs milliers. C'est toujours un plaisir. Voilà. Pour moi, je dis que la connaissance, le partage de la connaissance, enfin la connaissance n'a de valeur que si elle est partagée. Voilà. Sinon, savoir des choses sans pouvoir les transmettre, il n'y a aucun intérêt. En tout cas pour moi. Bref, je vous dis 100% de la forme sur cette chaîne, 100% de la forme dans la tête et dans le corps. À très bientôt. En bas de la vidéo, vous allez avoir pas dans les commentaires, mais en bas dans la description, les huiles essentielles que j'ai citées, leurs indications, leurs contre-indications, etc. etc. N'hésitez pas à aller voir en bas de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très bientôt. Merci à vous, à plus.